Merci, Merci, monsieur le maire. Donc, notre groupe soutiendra toujours, et les élus du Rassemblement national soutiendront toujours toute aide à l'égard du peuple libanais. Nous avons notamment une pensée pour les chrétiens d'Orient, trop souvent oubliés par la diplomatie française de ces dernières années. Amitié et même fraternité, je dirais, qui remonte à la promesse de Saint Louis de 1250. Ça implique évidemment une certaine responsabilité et une solidarité toute particulière envers le pays du Cèdre. Alors, nous sommes évidemment touchés lorsque se produit de grandes tragédies à l'international, mais nous ne devons pas être gouvernés par l'émotion. Nous sommes un peu circonspects de voir, en l'occurrence, même si c'est un beau geste et nous le saluons, de voir des communes endosser parfois un rôle diplomatique, ce qui n'est pas de leur ressort. Et on a le sentiment que cela s'apparente davantage à un coup de com' qu'à une réelle action. C'est aux Nations Unies, à l'Europe et surtout à la France qui revient cette prérogative, surtout s'il est question d'aide financière. Alors je n'oppose pas les misères, mais il ne faudrait pas perdre de vue durant le reste du mandat la misère qui touche déjà beaucoup de nos compatriotes, notamment à Metz, et qui dispose d'un taux de pauvreté substantiel. Encore une fois, je n'oppose pas les misères, mais je tiens à rappeler les priorités, surtout en matière de gestion municipale. Enfin, j'en termine, je ne peux pas passer outre, car j'étais un peu... vous l'avez dit, ça a fait réagir à différents degrés en France, la visite du président de la République. Je tiens à souligner son attitude lorsqu'il s'est rendu sur place. Déjà, il a cru bon devoir prendre un bain de foule, ce qui est quand même assez étrange dans un contexte sanitaire, surtout au Liban, qui dispose de moyens financiers et hospitaliers inférieurs à celui de la France. Je trouve ça assez aussi... je suis aussi interpellé lorsque le président de la République donne des leçons et même des directives au peuple libanais. Alors faites ceci, faites cela, jusqu'à ce que je revienne. On peut vraiment parler d'ingérence pour le coup. Peut-être cherche-t-il une autorité à l'extérieur qu'il a lui-même perdue dans son propre pays. Enfin, je déplore qu'il n'ait pas fait sien l'adage en politique étrangère qui dit que, certes, pas d'indifférence, mais pas d'ingérence. Je vous remercie. Oui, monsieur le maire, chers collègues, voilà. Je me souviens de Dominique Gros annonçant qu'il laisserait à son successeur la liberté d'utiliser le résultat de l'exercice budgétaire 2019, c'était 2,5 millions. Et donc il faisait miroiter cette somme, mais nul ne pouvait prévoir l'avenir qui serait donc cette crise sanitaire, cette crise économique et sociale que nous traversons. Et voilà pourquoi ce budget supplémentaire, avec ses ajustements habituels en milieu d'année, est aussi singulier puisqu'il inclut des décisions urgentes, les décisions de gestion de crise qui ont déjà été prises, et aussi les mesures pour sortir de la crise. Et j'insisterai sur ces mesures à prendre. Certaines décisions s'imposent pour ne pas répéter les erreurs du passé, pour passer à ce monde de demain dont tout le monde a beaucoup parlé, et pour renforcer notre ville à l'avenir. Alors il n'y a pas que de mauvaises surprises dans les ajustements, j'en ai vu quelques-unes, mais nous sommes alertés par la sous-consommation des budgets de la rénovation urbaine, 33%. 258 000 € qui sont issus d'une action désormais prise en charge par Metz Métropole. C'est l'aide aux copropriétés en quasi-faillite. Dans certains quartiers difficiles, c'est une action essentielle pour laquelle je tiens à saluer les personnes qui, dans l'ancienne mandature, ont fait beaucoup d'efforts patients, qui sont difficiles à voir, mais vraiment essentiels. Et je pense qu'il ne faut surtout pas baisser la garde, même si c'est au niveau de Metz Métropole que cela se passe. Je sais que beaucoup d'habitants, que ce soit à Borny ou d'autres quartiers, attendent que cette action vienne à eux et parfois les sauver donc, de la déroute. Alors nous, nos 3 élus, nous sommes exclus des commissions. Il nous manque donc pas mal d'explications sur des enveloppes importantes, comme les 169 000 € de travaux urgents, les 50 000 € de plus pour l'étude Sésame, le décalage de 2 millions d'investissements. Ce sont des questions qu'on aurait bien aimé poser. Et puis aussi évoquer l'opération financière consistant à emprunter pour rembourser immédiatement donc les 2,5 millions pour le Palais des Congrès, qui finalement n'aura coûté aux contribuables messins que 26 millions d'euros, sur 57 je le rappelle, 26 millions d'euros totalement hors compétence pour la ville.
On ne peut que le souligner, puisque c'est une action de développement économique. Et le souligner aujourd'hui, où on le sait, on va avoir des lendemains difficiles, des recettes difficiles à trouver. Et ce bâtiment, lui, n'est pas prêt de trouver le début du commencement d'un budget équilibré. Donc un fardeau. J'en viens à votre plan de soutien à l'économie de 3 millions d'euros. Moi aussi, j'ai beaucoup d'attentes pour d'autres domaines, mais là, il s'agissait d'un plan sur 3 priorités, je l'ai bien compris. Le document insiste sur les recettes en moins, sur les dépenses en plus. Or, on se doit de constater qu'il y a aussi des recettes nouvelles, notamment de l'État, et qu'il y a aussi une baisse de dépenses que certains services n'ont pas consommées, comme aussi le coût de la prime Covid qui a été attribuée aux agents, qui est compensé par le report de certains recrutements. Alors, on s'interroge également sur votre prévision de chute de 35% des recettes de droits de mutation. Pourtant, le marché immobilier semble se ressaisir, rattraper son retard. Et je me demande si ce pessimisme, cette vision assez négative de la situation, n'aurait pas pour objectif de justifier l'injustifiable finalement. Et vous avez commencé par vous justifier sur ce point-là, par attirer l'attention sur ce point-là. Ce n'est pas encore le frigo américain. Mais c'est ce mauvais signal que vous envoyez, la facilité du recours à l'emprunt. C'est incompréhensible. S'endetter d'1 million d'euros supplémentaires, est-ce que c'est la façon utile de financer des dépenses pourtant nécessaires? Nous n'en doutons pas, nous accordons avec vous pour le dire, et qui étaient déjà nécessaires avant la crise, pendant la campagne. Alors je m'interroge, s'il n'y avait pas eu les 2 millions d'euros de supplément de dividendes apportés par l'UEM, est-ce que vous auriez emprunté 3 millions d'euros pour financer votre plan, alors qu'il est nécessaire de faire des choix, de trouver des économies? C'est ça l'urgence, pour financer les actions indispensables qu'attendent les Messins pour leur sécurité, leur environnement, leur cadre de vie, leurs emplois. Il manque là une réflexion de fond, comme il manque à ce début de mandat une direction précise. Vos adjoints qui ont été interviewés, monsieur le maire, disent qu'ils consultent, qu'ils réfléchissent, mais le temps est compté. Ils ont eu toute une campagne, nous avons tous eu toute une campagne pour réfléchir, avec son prolongement, avec les 2 mois de confinement, pour consulter, pour bâtir des plans d'action et les financer. C'est le moment d'agir et commencer par alourdir l'emprunt, c'est vraiment un mauvais signal. Au cimetière des promesses oubliées, on trouve déjà la gratuité des parkings pendant l'été. Vous dites maintenant, monsieur le maire, qu'elle n'est pas possible. Quand a eu lieu le couac? Est-ce que c'est quand vous le promettiez ou est-ce que c'est maintenant que vous dites qu'on ne peut pas le faire? Pour moi, c'est vraiment une trahison des commerçants qui vivent des heures très difficiles. L'attente de sécurité, elle est capitale aussi. Et là aussi, les signaux sont faibles. Il y a eu un esclandre rue Serpenoise avec un SDF, humiliant vraiment pour la police. Et voilà que votre adjoint à la tranquillité limite son objectif à vouloir stopper la mendicité agressive place Saint-Étienne. Mais chacun peut constater que cette nuisance, qui est vraiment intolérable, que ce soit pour les riverains, pour les cafetiers, pour les touristes, que cette nuisance, elle continue encore hier et aujourd'hui. Enfin, oui, il est indispensable de favoriser l'économie locale. Nous qui défendons la souveraineté, le patriotisme économique, évidemment, nous pourrions applaudir ces intentions. Mais vous savez qu'en amour, on attend toujours des preuves. Et la seule réponse qui est apportée, que j'ai eu indirectement par ceux qui ont posé la question à la Commission des finances, c'est que l'an dernier, donc en 2019, une part importante des achats de la ville ont été réalisés dans le Grand Est, le trop Grand Est. Est-ce que c'est ça la proximité? Au final, qu'est-ce qui change concrètement? On attend de le savoir. Alors vraiment, ce premier acte budgétaire, il n'est pas à la hauteur des priorités qu'il se fixe, ni des besoins des Messins. Je vous remercie. Oui, monsieur le maire. Il me semble, quand on parle de politique d'urgence, quand on parle de ce besoin de renaturer, de rénover de toute urgence, c'est qu'il y a eu quand même de graves manques dans le passé, avec les mêmes bénéfices du EM,
D'accord, il y a 2 millions de plus, mais c'était quand même 12 millions d'euros qui annuellement ont été utilisés, parfois pour des politiques beaucoup moins durables. Voilà, c'est juste une petite réaction, un peu de surprise par rapport à ce sentiment d'urgence qui arrive comme ça subitement. Pour ma part, je voulais parler à propos de l'UEM. Évidemment, nous voterons pour l'acceptation de ces bénéfices, avec cette attention en effet à porter à la bonne santé durable de l'entreprise. Je vous avais alerté, Monsieur le maire, au mois de juillet, sur un projet donc d'UEM à travers sa filiale Energreen d'implantation d'éoliennes. Vous avez été saisi par les personnes qui se sont réunies en association pour, donc dans l'Allier, dans ce petit village du Bouchot, qui vous ont écrit donc, en vous demandant donc, d'être attentifs aux enjeux qui ne sont évidemment la beauté des paysages. Je dois vous dire que je me suis rendue sur place pendant l'été et j'ai rencontré ces personnes qui m'ont montré exactement les lieux d'implantation potentiels, montré la hauteur donc, du mât qui a été placé, un mât de 100 mètres pour évaluer la vitesse du vent, qui m'ont montré les pertes qu'ils allaient subir au point de vue de leur environnement, de la valeur de leurs biens, de leur patrimoine, et également sur la biodiversité. Vous avez reçu un courrier, vous avez dit que vous y seriez attentif. Il y a eu hier une rencontre entre les habitants et les dirigeants d'Energreen, et le mot qui en ressort, d'après les comptes rendus que j'en ai eus, c'est la condescendance, c'est-à-dire tout est décidé. Les réunions de soi-disant concertation, en fait, ce sont des réunions d'information où les informations sont d'ailleurs divergentes. On a vu dans le Républicain Lorrain, il y a quelque temps, l'annonce donc d'une quinzaine d'éoliennes alors qu'on leur avait parlé de 6 éoliennes. C'est quand même pas tout à fait la même chose. La journaliste a confirmé que c'est bien ce qu'elle avait entendu. Donc vous comprendrez que ces personnes soient très inquiètes sur ces différents points et que la rentabilité du projet, avec un nombre d'éoliennes très important, leur importe peu, puisque c'est un environnement défiguré qui est à craindre pour elles. Je ne suis pas évidemment hostile, au contraire, à la transition énergétique. En revanche, l'installation comme ça forcée d'éoliennes, c'est vraiment pour moi un mauvais projet pour la ville de Metz, puisque c'est la ville de Metz qui est montrée du doigt dans cette belle campagne bourbonnaise. En raison également donc, de la présence d'oiseaux migrateurs qui m'a été confirmée par des stations de comptage justement sur ces lieux-là. Je pense qu'on ne peut pas laisser faire ce projet et je plaide donc encore une fois pour eux. Juste un petit mot sur l'UEM, le bénéfice supplémentaire qui vient abonder notre budget, il est aussi obtenu ce bénéfice supplémentaire avec une augmentation au 1er août de cette année des tarifs réglementés, donc de l'abonnement sur les tarifs réglementés, l'UEM, donc pour nous tous, de 4,25%. C'est un petit calcul qui a été fait. Eh bien, cet argent supplémentaire aurait pu aussi servir à alléger la facture pour ceux qui sont les plus impactés, pour qui souvent la part abonnement est très lourde à payer. Voilà, encore une suggestion. Je vous remercie de votre attention. Le Rassemblement national, que je ne me trompe pas. Et fier, monsieur le maire. Merci. Alors, petite intervention rapide concernant le projet Interreg NOE-NOA. Donc, notre groupe est assez dubitatif concernant la prolongation de ce programme. Par le passé, nos élus Françoise Grolet et Bérangère Thomas ont demandé un bilan annuel concernant ce projet. Quelle était sa valeur ajoutée concrètement, qu'est-ce que ces événements ont rapporté à la ville de Metz, mais peut-être que M. Thiel va peut-être nous apporter des éclairages.
Je ne peux pas m'empêcher aussi d'évoquer les fameux fonds européens, cette fameuse fable, parce que les fonds européens, ça n'existe pas. Il faut rappeler que c'est le contribuable français la France étant le deuxième contributeur net de l'Union européenne, débourse chaque année, alors ça dépend des années, entre 16 et 21 milliards. Elle en perd entre 5 et 9 au change. Donc il serait quand même plus agréable que cet argent soit mieux dépensé. Et enfin, nous nous abstiendrons sur ce point, car on aura peut-être plus d'informations par la suite, et nous trouverons malgré tout positif que l'argent des Français revienne aux Français. Je vous remercie. Explication de vote. Oui, Monsieur Thiel, alors plusieurs choses. Premièrement, vous dites qu'on peut... C'est une explication de vote, c'est pas la poursuite d'un débat. Comment ? C'est une explication de vote. Oui, je l'explique. Vous dites que le général de Gaulle et Robert Schuman sont conciliables. C'est simple, il suffit de voir ce que disait le général de Gaulle sur Robert Schuman et Jean Monnet, et je pense que vous aurez un éclairage suffisant. Et je n'ai pas la citation sur moi, mais je vous la ramènerai. On est très loin d'une d'une explication de vote. Concernant l'explication de vote, nous nous abstenons sur ce point. Voilà, merci. Madame Masson-Franzil. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Madame Grellet. Je vous remercie, Monsieur le maire. Ce rapport 2019, il y a en effet une continuité, comme vous l'avez déterminé, décrite à l'instant. C'est la photographie donc, de ce qu'a réalisé la municipalité précédente et des efforts qui ont été réalisés. Il faut savoir que sur le plan d'accessibilité des bâtiments, je pense qu'on a mangé notre pain blanc, nous, la municipalité, parce que les travaux qui ont été faits étaient les plus faciles à faire et que plus on avancera, plus ce sera des montagnes, des bâtiments, des écoles, etc., qui seront extrêmement onéreuses à mettre en œuvre et voire impossibles, qui ont été placés en fin de plan. Sur le taux d'emploi, je ne sais pas s'il faut vraiment se réjouir parce qu'on est juste à peine au-dessus de la limite légale, hein, de l'obligation légale d'embauche, que ce soit pour Metz ou pour la métropole. Le CCAS fait mieux et la population des personnes handicapées sont vraiment les premières victimes de discrimination puisque plus de la moitié est au chômage actuellement, sont des chiffres nationaux et donc cette obligation légale d'embauche de la part de la ville de Metz, je pense qu'on peut être beaucoup plus, non pas généreux, mais beaucoup plus juste en faisant mieux. Sur l'accessibilité de l'espace public, j'ai parlé des bâtiments, il y a évidemment toujours des points noirs, des choses à résorber, parfois sur des voiries récentes, ce qui est totalement anormal. Et je pense qu'il faudrait améliorer la communication pour le signalement de ces points noirs à résorber afin que chacun puisse participer à améliorer la situation. Et à ce sujet, je voudrais signaler que le dispositif Axéo qui permet aux personnes sourdes ou malentendantes de communiquer avec la ville de Metz ne fonctionne pas toujours de façon optimale. Ensuite, concernant la collaboration avec Metz Métropole qui prend évidemment de plus en plus de compétences, vous avez parlé du logement. Évidemment, il est nécessaire de se pencher sur les grosses difficultés rencontrées pour se loger, qui sont déjà un souci pour beaucoup de monde, mais encore plus lorsqu'on souffre de handicap, surtout après la régression que constitue la loi Elan. Comment ne pas l'évoquer puisque son rapporteur était parmi nous il y a quelques mois. C'est une régression donc dans l'obligation d'accessibilité des logements qui n'est pas à mettre à son actif, c'est le moins qu'on puisse dire.
il y a un besoin de recensement des logements, de l'offre de logements accessibles. Beaucoup de demandes qui sont en attente dans le parc social actuellement, avec une tension notamment sur les petits logements accessibles. Vous êtes certainement tous, chers collègues, sollicités comme moi par des personnes qui sont vraiment dans de grandes difficultés parce qu'elles ont parfois un logement trop grand et que ça pèse sur leur budget, ou parce qu'elles attendent désespérément un logement. C'est un parcours du combattant encore plus difficile lorsqu'on souffre déjà d'un handicap, qu'on est déjà éprouvé par la vie. Et ces personnes s'entendent parfois dire qu'il y a énormément d'arrivées à Metz, donc de gens, de migrants qui donc évidemment n'ont pas de logement et qui sont prioritaires. Eux ne sont pas prioritaires parce qu'ils sont déjà logés. Donc c'est un paradoxe qui fait que pour nous, un de nos compatriotes qui est donc dans de grandes difficultés de cet ordre-là sera toujours prioritaire et devra toujours être entendu d'abord. Sur le plan d'urgence que vous avez évoqué, donc les travaux à réaliser, je voudrais juste évoquer la difficulté des ascenseurs qui, dans le parc de Metz Habitat Territoire, lorsqu'ils tombent en panne et restent en panne pendant de longs mois, créent d'énormes difficultés, même parfois dans des logements récents. Sur les transports en commun, il y a le problème des plateformes pour les fauteuils, pour que les fauteuils puissent accéder au bus, et on l'a vu au début du Métis, mais on le voit également aujourd'hui dans les bus communs, des fauteuils qui se coincent et qui obligent les conducteurs à laisser la personne sur le trottoir. Je ne peux pas ne pas le dire parce que je pense à des cas précis qui doivent être traités. On ne peut pas se dire ville accessible ou ville inclusive sans s'occuper de ce quotidien. Et enfin, sur les déchets, j'en ai fini après, l'implantation des points de collecte, des fameux PAV, crée un éloignement quand elle est mal réfléchie, un éloignement qui est pas étudié donc pour les personnes âgées ou handicapées, et qui leur fait presque regretter les parcs à conteneurs, ce qui est quand même pas l'idéal et le plus souhaitable. Je vous remercie pour votre attention à tous ces points. Oui, je vous en prie. Chers collègues, donc la santé, c'est un sujet majeur pour les jeunes, comme les moins jeunes, les adultes et les seniors. Nous serons attentifs à développer les appels à projets à Metz. Une éducation à la santé et à la nutrition pour la prévention des cancers, des maladies chroniques. Des journées d'information annuelles sur le dépistage des cancers les plus mortels sur Metz, sur l'agglomération messine, et à soutenir les acteurs associatifs agissant en faveur de la réadaptation des malades. Concernant la première subvention demandée, selon nous, la prévention doit essentiellement être encadrée par des intervenants professionnels, notamment s'agissant des jeunes de 12 ans. J'ai juste une simple demande d'explication. Ça concerne les associations Sans-Al et la Croix-Bleue. Toutes deux sont hors de la commune de Metz, l'une à Montigny-lès-Metz et l'autre à Marly. Alors pourquoi se tourner vers ces deux associations alors qu'à Metz nous avons l'association des alcooliques anonymes et le XAPA, le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Je vous remercie. Je vous en prie. Je vous laisse dire au micro. Nous souhaitons promouvoir la formation au secourisme auprès de toute la population et tout le long de l'année. En dehors de la journée mondiale des premiers secours organisée le 12 septembre par la Croix-Rouge française, il faut selon nous aider les associations dispensant des formations pour permettre au plus grand nombre de nos concitoyens de s'initier aux gestes et comportements qui sauvent. Metz dispose encore de compétences et de moyens d'agir sur l'accès aux soins. En réponse à l'attente de très nombreux médecins, nous proposons d'appuyer le développement de la maison médicale de garde, petite urgence, de l'Ouest, ou des professionnels de santé du territoire organisent sans rendez-vous des consultations ou des téléconsultations de spécialistes. Je vous remercie. Actualisation des tarifs de la TLPE au 1er janvier 2021. Oui,
Madame Masson, décidément. Allez-y. Non, mais vous avez le droit de vous exprimer. Oui. Non, il y a... C'est la dernière. Ne vous excusez pas. C'est... Non, mais je m'excuse pas, mais bon, voilà. C'est un sujet qui me tient à cœur, la TLPE. Donc voilà, les commerçants ont été durement touchés durant cette période de fermeture de leur établissement pendant le Covid. Et donc certains ont fermé 2, voire 3 mois pour certains restaurants. Certaines activités, il y en a encore qui ont des activités très, très basses. Et donc la municipalité de Metz prévoit d'augmenter cette taxe de 1,5% à compter du 1er janvier 2021. Une chose, il paraît inconcevable d'augmenter cette taxe compte tenu du contexte actuel. Les entreprises et les commerçants ayant contracté le contrat de prêt PGE, le contrat qui a aidé à payer les frais fixes pendant cette période de fermeture, vont commencer à rembourser leurs échéances à partir de cette même date du 1er janvier 2021. On ne sait pas trop ce que ça va donner parce que ça va être des grosses échéances pour eux. Donc, malgré que ce soit une petite taxe pour certains, c'est toujours 1 euro de calculer en fait. Chacun regarde à la dépense. Donc, c'est une augmentation qui est légale, mais cela ne la rend pas obligatoire et encore moins souhaitable. Quel que soit le montant, c'est une taxe donc qui est à payer et donc chaque commerçant est donc à 1 euro près. Certains se demandent même comment ils vont rembourser ces prêts PGE qui ont été accordés, il faut le dire, facilement. Françoise Grellet avait présenté un amendement, c'était au conseil municipal le 22 mai 2014. Il s'agissait de réduire le poids de la TLPE, donc la taxe sur les enseignes et publicités extérieures, sur les petites enseignes, en les exonérant jusqu'à 12 mètres carrés de superficie cumulée et en réduisant de 50% le tarif de base de 12 à 20 mètres carrés. Le PS de l'époque a refusé ce signal de soutien à l'économie locale et l'opposition s'est abstenue. Nous souhaitons donc que ce point numéro 13 soit retiré. L'article L 2333-8 du Code général de collectivité territoriale prévoit la possibilité de mettre en place des exonérations par délibération à titre exceptionnel avant le 1er octobre 2020 pour l'année 2021. L'ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 l'autorise. Nous serons toujours force de défendre donc le commerce messin, les commerces qui créent de l'emploi et de l'activité dans la ville. Je vous remercie. Alors, ensuite, il y avait une deuxième question, donc lancée par le groupe Rassemblement National. Donc, je passe la parole à Monsieur Lalou. Merci, monsieur le président, monsieur le maire. Oui, ici je suis maire. C'est le plus beau titre. Bien sûr. Je tiens à attirer donc votre attention sur la situation de la place Saint-Simplice. J'ai bien noté, j'ai lu à plusieurs reprises que les 3 axes majeurs de votre nouvelle politique étaient la sécurité, la propreté et l'écologie. Donc en effet, cette place jouxtant la place Saint-Louis est depuis longtemps un lieu très mal fréquenté de jour comme de nuit. Incivilité, mendicité agressive, tabac nocturne, insalubrité, ivresse sur la voie publique, agression sont devenues monnaie courante pour les riverains comme pour les passants et commerçants. Chaque matin d'été ou presque, on y retrouve des déchets et cela cause un surcroît de travail pour les services. J'ajoute aussi les sorties d'immeubles régulièrement squattés et dégradés. La cause principale, elles sont nombreuses des causes, mais l'une d'entre elles étant cette espèce de muret longeant l'ensemble de la place, où un certain nombre de vagabonds et fêtards s'incrustent toute la nuit, jusqu'à 6 heures du matin parfois. Je vous demande donc, monsieur le maire, de mettre fin à cette situation en supprimant ce muret qui est la source de bon nombre de désagréments et de tracas pour les riverains. Je demande aussi à ce que l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique soit enfin appliquée. Enfin, je vous fais la proposition de verdir davantage cette place qui pourrait avoir un vrai potentiel. Je vous remercie.